voulais surtout faire, c'est faire un retour sur les automates qui ont été construits l'année passée. Donc, moi puis Lou, c'est ça, on a monté cette présentation-là pour aider les gens à faire certaines petites modifs qui va faire que ça va comme mieux fonctionner, peut-être expliquer certains montages qui, pour les ventilateurs, par exemple, des choses comme ça que c'était peut-être pas évident pour les gens de faire suite à l'atelier. Dans le fond, aussi au niveau de l'alarme, on a refait un montage, on va vous montrer ça, comment mettre à jour le code, programmer dans le code, programmer avec l'interface. On va faire aussi une démo filmée, puis les développements qu'on est en train de faire en 2019. D'autres choses à dire? Non, vraiment ça. OK. Donc, au niveau de la plateforme du webinaire, si jamais vous voulez, dans le fond, je pense qu'on va faire ça simple. Là. Si jamais vous avez une question, faites juste nous dire en live, puis on vous répondra. Je pense que c'est ça le plus simple. Et on va fournir les documents après, en plus de la présentation qui va être sur YouTube. On a d'autres documentations qu'on va mettre disponibles, fait qu'il n'y a pas besoin de nécessairement de prendre plein de notes. On va rentrer dans le cœur de la chose. Fait que je vais laisser la parole à Lou. Ça, dans le fond, il y a à peu près une quinzaine de contrôleurs qui ont été installés à notre connaissance cet été. Puis, c'est comme, l'assemblage s'est fait quand même de manière... Oh, une nouvelle personne. Comme l'assemblage s'est fait de façon quand même précipitée à l'atelier, bon, et aussi encore en partie à cause des connecteurs qu'on a utilisés sur le contrôleur, un des problèmes qui revenait de façon quand même assez récurrente, c'est des problèmes de connexion. Fait que des fils qui lâchent à l'intérieur du boîtier, des fils qui se touchent à l'intérieur des connecteurs pour les sondes, des choses comme ça. Fait que ça, évidemment, ça impactait la fiabilité du truc. Là. Ça faisait qu'en ouvrant la porte, en la refermant, là, tu risquais d'avoir des fils qui pouvaient lâcher, qui faisaient que ça ne marchait plus. Donc, c'était vraiment de la merde. Par contre, ce qu'on a trouvé comme solution pour résoudre ça, c'est un outil qui s'appelle Ferrule Crimper, qui est un outil, en fait, qui sert à mettre des gaines de métal ou des fils. Fait que ça, cet outil-là est extrêmement utile, justement, pour renforcer les connexions, particulièrement sur les connecteurs bleus qui ont tendance à comme cisailler le fil quand on serre trop, ce qui est clairement un défaut de fabrication de ces connecteurs-là. Mais ces petites crimps-là qu'on peut rajouter au bout de nos fils a vraiment comme réglé ce problème-là. Fait que dans la démonstration live, tantôt, on vous montrera comment les installer. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment un bon petit outil à avoir si vous avez comme la possibilité de vraiment remettre en ordre votre contrôleur pour s'assurer qu'il soit fiable et qu'il puisse ça fait plusieurs années sans avoir à rejouer d'un film, mettons. Donc ça, on va faire une petite présentation live tantôt. Ouais. Un autre, dans le fond, une chose qu'on a notée, c'est que parfois, il y a des gens qui ont eu des problèmes au niveau de la puissance qui venait du... En fait, quand les moteurs ils démarrent, il y a un appel de puissance important. Ça arrive que le manque de puissance fait qu'il y a comme un côté ouvrant qui descend pas ou qui monte pas. Là, on a mis en place deux stratégies, en fait. La première, c'est qu'on avait sur le circuit, il y a une protection qui empêche que si jamais il y a un court-circuit, que ça fasse sauter quelque chose sur le circuit. Mais malheureusement, cette protection-là est en partie responsable du problème. Donc, on a une résistance. Ce que vous voyez ici à l'écran, une des solutions, c'est de bypasser cette résistance-là. Donc, comment il faut faire? Quand vous allez installer, si votre contrôleur n'est pas déjà installé, au moment d'installation, vous vous assurez que tout fonctionne comme ça serait supposé. Et une fois que tout fonctionne bien, vous arrêtez le contrôleur, puis vous faites juste mettre un fil avec des pinces crocodiles
aux extrémités de la résistance. Fait que ce que ça fait juste comme bypasser cette résistance-là. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de puissance qui va pouvoir se rendre au relais qui contrôle les moteurs. Donc ça, c'est une des choses qu'on a mis en place. La deuxième, c'est que on va avoir un nouveau code à vous fournir. Ça va être quand même important de faire cette mise à jour-là. Une des choses que le code fait maintenant, c'est que il ne peut jamais avoir plus qu'un moteur qui fonctionne à la fois. Ça réduit de moitié la demande de puissance sur l'alimentation. Et juste pour clarifier un petit peu, là, c'est quoi qui va se passer, c'est que si vous, par exemple, vous demandez que les deux côtés ouvrants de votre serre s'ouvrent de 25% à telle température, quand la cible de température va être atteinte, au lieu que les deux côtés s'ouvrent en même temps, il y a le premier côté qui va s'ouvrir jusqu'à 25%, et ensuite, tout de suite après, le deuxième va s'ouvrir à 25%, puis vous allez être à l'équivalent que si ça avait été ouvert en même temps. Donc, une des raisons aussi pourquoi on a décidé de faire ce move-là, c'est qu'on s'est dit que dans une salle de toute manière, les changements d'air prennent quand même un certain temps à se faire. Fait que même si c'est plus lent comme action, ben, si la serre s'ouvre complètement en 2 minutes au lieu d'une seule, ben, ça n'aura pas d'impact significatif là, sur le climat de la serre. On disait que c'est une bonne manière justement de ne pas avoir à changer les power supplies, de rester avec les petits power supplies qu'on a, mais tout en corrigeant le problème. Là. De manière quand même assez radicale, parce que comme Johan dit, on coupe de moitié la consommation de courant. C'est ça. Sinon, une autre façon, ça serait d'avoir un plus gros bloc d'alimentation, mais c'est une des pièces qui coûte le plus cher dans le montage. Donc, si c'est juste un petit tweak dans le code qui permet de résoudre le problème, c'est quand même une bonne affaire. C'est ça. Donc, maintenant, je vais parler un peu de l'installation d'une fournaise. En général, parce que là, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont installé avec une fournaise. Dans le fond, le contrôleur, les gens qui l'ont installé, il y en a plusieurs que c'est juste les côtés ouvrants, puis qui ont une fournaise sur un thermostat. Si vous souhaitez aller une étape plus loin et installer la fournaise sur le contrôleur, dans le fond, c'est pas évident, là, ça dépend du type de fournaise que vous avez, mais en général, il va y avoir un bornier qui ressemble à quelque chose comme ça ici. Comme je dis, ça dépend du modèle que vous allez avoir. Les codes ne seront pas nécessairement les mêmes. C'est ça. Et dans le manuel d'installation ou d'utilisateur, ça va être indiqué quelque chose comme si vous mettez ces deux bornes-là ensemble, ça va démarrer la fournaise. Donc, comment que vous pouvez faire en sorte que ça marche avec votre contrôleur, c'est qu'une des sorties, si on voit là, la troisième sortie qui est ici, c'est juste deux pins, dans le fond, qui sortent à cet endroit-là. Il y en a trois. Ah, il y en a trois. Mais c'est la pin 1 et 2 qu'on connecte. Okay, désolé. Par défaut. En arrière, il y a juste deux fils. C'est ça, exactement. Donc, ces deux fils-là, qui vont aller sur les deux bornes qui correspondent à ceux qu'il faut qu'ils soient mis ensemble pour le démarrage de la fournaise. Et à l'intérieur du contrôleur, il y a un relais. Et lui, son travail, c'est juste de fermer un contact selon les conditions climatiques du contrôleur. Et ça va activer la fournaise. Donc, c'est ça. Encore là, ça dépend de votre modèle de fournaise, mais ça devrait être relativement simple là, à faire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Aussi, ce modèle-là avec les petits borniers ici, en fait, c'est ça, justement, c'est un genre de petit signal qui actionne lui-même à l'intérieur de la circuiterie, qui actionne les ventilateurs. C'est généralement un système qu'on retrouve sur les fournaises au propane, qui ont généralement des borniers comme ça. Il y a certains cas particuliers de ferme avec des systèmes à l'eau chaude, par exemple, ou des systèmes de chauffage un peu plus maison, où est-ce que c'est pas direct, il n'y a pas de circuiterie de contacteur intégrée, c'est directement les ventilateurs qu'il faut allumer.
ou des choses comme ça. Donc, dans ces cas-là, il va falloir se baser sur la méthode de filage de la ventilation. Bon, Johan va parler un petit peu après, là. Mais c'est pour un système où est-ce qu'on fait juste actionner des contacteurs dans l'électronique de la fournaise, on peut simplement le brancher directement dans le contrôleur, mais si on doit actionner directement une charge à 120 volts, sur le 120 volts, on va actionner directement les ventilateurs, des choses comme ça. Il va falloir utiliser la méthode de filage de la ventilation qu'on va vous présenter dans le fond. Est-ce que c'est correct jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir, est-ce qu'il faut enlever le thermostat quand on branche le contrôleur? Est-ce qu'il faut enlever le thermostat de la fournaise? On branche juste le contrôleur pour ne pas brancher les deux? C'est possible de brancher les deux en parallèle, dans le fond. Si tu veux, par exemple, avoir une sécurité, tu veux utiliser le contrôleur pour l'actionner dans certains contextes, mais que tu veux avoir le thermostat au cas où comme backup, si jamais il y a un problème avec le contrôleur, c'est possible de brancher tout simplement les deux à une place. Puis ça va très bien fonctionner. C'est ça. En fait, moi, un montage que j'ai vu, c'est que, par exemple, si vous avez déjà un thermostat, comme Lou a dit, vous mettez les deux en parallèle. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous ne débranchez pas le thermostat de comment il est fait. Vous faites juste rajouter les deux fils aux mêmes places où que le thermostat est branché. Et le thermostat, par exemple, vous pouvez l'ajuster à 5 degrés. Donc, si jamais il y a un défaut du contrôleur, au pire, ça ne va pas geler dans l'affaire. Ça pourrait être comme une façon de faire. Si vous savez que vous ne voulez jamais que ça descende en bas de 15 degrés, vous pouvez le mettre à 15 degrés, etc. Ça pourrait être une façon d'avoir une protection, puis c'est quand même pas une mauvaise affaire. OK. Ça va? Ouais, c'est super. Parfait. On va passer à l'installation de la ventilation. Donc, pour commencer, c'est un peu différent, puis il y a une petite modification à faire dans votre boîte de contrôleur. L'idée, c'est qu'on ne voulait vraiment pas qu'il y ait du 120 volts dans les boîtes de contrôleurs pour des questions de sécurité. S'il y a des fils avec du 120 volts, puis quelqu'un va jouer là-dedans, puis c'est pas clair quel fil qui a du 120 volts, ça peut amener des dangers. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire ça de cette façon-là. Donc, quelques petites choses pour les gens qui sont peut-être pas trop familiers avec l'électricité. Quand on parle de 120 volts, normalement, vous avez 3 fils. Un fil noir qui est le fil vivant. Vivant, ça veut dire c'est lui qui est vraiment, si vous y touchez, c'est lui le plus dangereux. Le fil blanc qui est le neutre et le fil à nu qui est la mise à la terre. Donc, la mise à la terre, c'est vraiment si un court-circuit, ça va faire sauter le breaker. Donc, c'est vraiment vraiment une protection. Puis, l'idée, c'est que dans les montages qu'on va faire, on veut vraiment couper le fil vivant. Parce que ça fait une boucle, un circuit électrique, c'est tout le temps une boucle fermée. Le neutre est, au niveau d'Hydro-Québec, c'est connecté à la mise à la terre. Mais c'est un retour du circuit qui passe par là. Donc, si vous coupez le neutre, ça va arrêter le circuit, mais il y a encore un danger parce que l'électricité est comme encore présente là dans les fils, c'est ça. Donc, on veut toujours couper le fil vivant pour réduire les risques de danger. Le plus près de la source, en fait. C'est ça. Ouais. C'est possible de faire aussi des montages sur le 240 volts. Là, vraiment, c'est ça. Les dangers d'électrocution sont c'est 2 fois plus élevé. Là. C'est la tension 2 fois plus grande, c'est 2 fois plus dangereux. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ce que vous faites. Mais dans ce cas-là, il y a 2 fils vivants, un noir et un rouge, avec encore un blanc qui est le neutre. Mais la façon que ça marche, c'est que entre le fil noir et rouge, il y a 240 volts. Et entre le rouge et le blanc, ou entre le noir et le blanc, c'est 120 volts. Donc, c'est comme 2 fois 120, 240. Et vous avez encore votre fil de mise à la terre.
Donc, ici, il y a comme certaines prises là qu'on voit de manière courante. C'est juste pour vous donner une idée comment c'est connecté à l'intérieur. Donc, ici, c'est le branchement qui est fait actuellement dans le circuit du contrôleur. Dans le milieu, on voit c'est les borniers. Il y en a un, c'est le négatif du 24 volts, l'autre, c'est le positif du 24 volts. Et vous avez les branchements pour les relais, puis c'est des sorties de relais qui sont au bout. Ce que ça veut dire, c'est que quand il y a une action qui est quand il y a un déclencheur qui se passe dans le contrôleur, ça va fermer entre les deux contacts. Donc, par exemple, c'est dans le cas de la fournaise. Par exemple, la fournaise est connectée sur ce premier sortie-là. Ça va fermer entre les deux, puis c'est ça qui va démarrer. Mais là, quand on parle d'un ventilateur, puis là, il y a comme, on veut vraiment comme démarrer, je vais aller un petit peu plus loin, ici par exemple. On a vraiment notre entrée électrique, puis on veut vraiment couper un des fils où que la puissance passe pour l'activer ou le désactiver. Puis comme j'ai dit tantôt, on ne veut pas faire rentrer ça à l'intérieur du boîtier. En premier, c'est de la haute puissance, puis c'est sur le 120 volts. Un autre commentaire aussi que je fais là-dessus, un des éléments importants qui fait qu'il justifie de le faire en dehors du boîtier aussi, c'est qu'une boîte électrique, c'est en métal et c'est lié à la terre, au ground. Fait que dans une boîte en métal groundée, il y a beaucoup moins de choc parce que s'il y a un fil qui se détache et qui touche à la boîte électrique, ça va simplement retourner à la terre. Donc, vous ne pourrez pas avoir de choc en touchant à la boîte électrique, même si le fil s'est détaché. Dans une boîte en plastique, comme celle du contrôleur, s'il y a un fil qui se détache, qui est connecté au 120 volts, ben, c'est là que justement, si ce fil-là touche un autre fil ou si vous touchez à ce fil-là, il peut y avoir un problème là, dans la circuiterie, puis vous pouvez pogner un choc. C'est ça. Donc la diapo qu'on voit là en ce moment, c'est vraiment, ça c'est une des sorties du contrôleur ici, le connecteur qui est là, avec un SSR qu'on appelle, qui est un relais où il n'y a pas de partie mécanique. Donc, il y a un petit signal sur le 24 volts qui sort du contrôleur et ça permet d'activer ou non, comme un interrupteur, le fil de 120 volts qui a été coupé. Et par exemple, le modèle qui est là à l'écran, c'est 40 ampères. Un circuit ordinaire sur le 120 volts, c'est 15 ampères. Donc, c'est vraiment au-delà de ce qui est requis. Mais c'est plus sécuritaire comme ça. C'est sûr que ce ne sera pas à cet endroit-là qu'il va y avoir un problème. Et la différence de prix non plus n'est pas majeure. C'est entre un relais à 20 ampères, qui est raté à 20 ampères ou 40 ampères, peut-être 4 piastres de différence. Fait que, tant qu'à ça, plus vous prenez un relais qui est capable de prendre des grosses charges, moins vous avez de chances qu'éventuellement il y a un problème avec. C'est ça. Et comme qu'on avait parlé lors de l'atelier, c'est que cette pièce-là ne faisait pas partie de ce qui a été vendu. Mais ici, on voit en bas l'adresse sur Amazon, ça se commande facilement. C'est ça, c'est pas compliqué. Et il va y avoir une démo plus tard de comment il faut faire le montage en vrai. Une vingtaine de piastres à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, je reviens ici à l'intérieur de la boîte. Donc, ce qu'on a de besoin, comme en fait, si vous voyez là, cette pièce-là, le SSR, le Solid State Relay, il a besoin d'une alimentation de 24 volts et positif et négatif, ground pour négatif. Donc, nous, ce qu'on avait, c'était des sorties de relais où que c'était juste fermer un contact ou ouvrir un contact. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'il faut qu'à l'extérieur de la boîte, on ait le 24 volts qui sort.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Pour une raison quelconque, notre appel s'est interrompu. Oui, c'est bon, vous êtes de retour. Ah ben, il entend. OK. Non, je vais juste là. Je vais juste là. OK, bon, on continue. Vous voyez toujours l'écran partagé? OK. Oui, OK, parfait, super, merci. Donc, ce que je disais, c'est que il faut qu'on fasse des branchements à l'intérieur du contrôleur modifié pour pouvoir aller brancher notre SSR à l'extérieur pour la ventilation. Donc, ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est que ça c'est le branchement que vous avez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une des sorties et on va plutôt connecter un fil directement sur une des sorties du bornier sur le 24 volts, qui est les fils blancs. En fait, on va le faire tantôt là, ensemble en live dans un contrôleur. Ça va expliquer un petit peu la chose, encore peut-être plus facilement. Et le deuxième fil, ben, lui, il arrive directement c'est une sortie du circuit dans le fond du contrôleur. Si je reviens encore là, vous voyez le fil vert ici qui rentrait sur la sortie, ben, sur le relais en fait. Maintenant, on vient le brancher directement sur le connecteur. Donc, si ce n'est pas tout à fait clair encore, ça va se clarifier quand on va le faire dans la présentation live, mais au moins, vous pourrez vous référer à ce plan-là au moment que vous ferez les modifications requises au contrôleur. Donc, comme je vous ai parlé tantôt, ça c'est vraiment si c'est pour faire un montage sur un ventilateur qui est sur le 120 volts. Mais il y en a certains qui sont sur le 240. Dans ce cas-là, ça prend deux SSR parce qu'on veut couper les deux lignes qui sont vivantes, le fil noir et le fil rouge. Donc, bonjour. Donc, comment qu'on va faire ça? Il faut que les deux soient activés en même temps. Donc, à la sortie, vous allez juste les brancher en parallèle et ça va activer les deux SSR en même temps qui vont connecter chacune des lignes rouges et noires. Donc, le ventilateur va pouvoir démarrer. C'est un peu comme ça que ça pourrait être fait pour un montage sur le 240. Ce qui est quelque chose à noter aussi, c'est que c'est vraiment important le sens que c'est branché sur la pièce qui est ici. Il y a un plus, je vais grossir ça, je pense que ça va aller mieux comme ça de toute manière. Ici, il y a un petit plus puis un petit moins. C'est important de suivre ce sens-là. Tous les fils blancs sont positifs sur le 24 volts et les fils noirs sont négatifs sur le 24 volts. Donc, si je reviens en arrière, dans votre contrôleur, vous avez deux borniers. Le bornier noir, c'est tous vos fils 24 volts négatifs. Et tout ce qui est blanc, c'est 24 volts positifs. Si vous voulez vous assurer que ça fonctionne, c'est possible. Sur le solid state relay, il y a une lumière rouge c'est ça, il y a une petite lumière rouge ici. Fait en jouant avec la switch qui correspond au solid state relay, vous allez pouvoir voir si le relais allume ou pas. Donc, si votre 24 volts est bien branché. Puis, évidemment, au multimètre, c'est une autre manière de le voir. Là. Fait que... Maintenant, je vais parler de en fait, je vais laisser la parole à Lou.
On va vous expliquer comment installer un toit ouvrant, une des méthodes en tout cas pour le faire. Bon, fait que si on n'a pas beaucoup, je pense que c'est double, là, ça sera on appelle avec 2 téléphones en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un seul cas de figure que je connais, là, justement, d'une ferme qui a voulu installer un toit ouvrant avec le contrôleur. Puis, on travaillait là-dessus la semaine passée. Fait que ça me donnait quand même quelques informations pour être utile à quelqu'un d'autre qui voudrait installer un système comme ça. Fait que la façon dont on a procédé, sur le contrôleur, comment il est parallèle. Ça peut être utilisé pour des gens qui veulent programmer chacun de leurs roll-up de manière indépendante. Mais ça peut aussi, dans le cas d'un toit ouvrant, servir à actionner un toit ouvrant avec une des sorties et actionner les 2 roll-up en simultané avec l'autre sortie. Et c'est ça qu'on a fait, dans le fond, dans le cas de cette ferme-là. Fait que je vais voir, dans le fond, ces 2 étapes-là, comment qu'on fait, c'est quoi les modifications à faire dans le filage. Étape, ça, c'est le circuit tel qu'il est actuellement. Fait que comme vous voyez, chaque sortie du contrôleur, on se rend à driver de moteur. Fait que si c'est ce rôle-là, au premier driver de moteur. Ça, il y a l'autre qui s'en va. Switch qui correspondent à chacun d'entre eux. Ces 2 switches-là actionnent. C'est la modification qu'on fait pour avoir un roll-up simultané. Donc, on va mettre ce driver-là, dans le fond, sur le premier signal. Fait que ça, c'est la première sortie de roll-up telle qu'elle sort du contrôleur. Qui s'en va sur le premier driver et on va le mettre en parallèle avec l'autre, comme ça. Donc, quand on va vouloir actionner les roll-up, que ce soit avec les switches ou dans le programme du contrôleur, ben, les 2 côtés vont recevoir leur signal en même temps du contrôleur. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air, il n'y a pas de question. Fait que, dans le fond, la deuxième étape, c'est la modification pour actionner directement le ouvrant. Donc, dans le cas de la ferme Cœur des légumes, où est-ce qu'on a fait la modification, il y avait une boîte de puissance qui fonctionnait avec des signaux sur le 120 volts. Donc, il fallait envoyer un signal 120 volts pour ouvrir ou un signal 120 volts pour fermer. Donc, ce qu'on va faire, comme c'est du 120 volts, encore une fois, on va sortir ça du boîtier. Et on va servir d'un des connecteurs à 3 pins comme ça pour acheminer ce signal-là. Donc, on va prendre la deuxième sortie de roll-up. Les deux premiers trous, c'est la première sortie de roll-up. Les 3 et 4, ça correspond, en fait, sont numérotés à partir de 0. Fait que c'est 0, 1 pour le premier roll-up, 2 et 3 pour le deuxième roll-up. Si on va l'envoyer directement sur les pins du connecteur, comme ça ici, et va servir à actionner d'autres relais dans une boîte électrique à l'extérieur du circuit. Donc, vous voyez ici, là, j'ai mis des solid state relay, là, mais honnêtement, ça pourrait être à peu près n'importe quel relais, vu que ce n'est pas des très gros signaux qu'on a actionnés, pas comme actionner directement une station. Donc, pour chacun de ces relais-là, on va le brancher à une des entrées de la boîte de puissance. On va alimenter les 2 avec le même 24 volts ici, connecté au bornier blanc. Et c'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir à l'extérieur du contrôleur les 2 signaux. On va sortir les 2 un autre boîte de puissance pour un moteur de tour. Et comme on voit ici, les switches qui servaient normalement à actionner les 2 roll-up vont maintenant servir à overrider la boîte de puissance du moteur de tour. Donc, c'est ça. Oui, c'est qu'on... Qui on aurait une question? Oui. Fait que maintenant, je vais repasser à Johan qui va vous parler un petit peu comment ça fonctionne pour installer l'alarme. Oui, ça, je vais passer quand même vite parce qu'on va faire une présentation plus filmée un peu plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est à cette étape-ci, c'est que c'est possible d'aller télécharger
un document avec les pièces que vous pouvez acheter. On peut acheter toutes les pièces chez Addison Electronics, un magasin qui est à Sherbrooke, Montréal, Laval et quelques autres endroits au Québec, il me semble. Et c'est possible de le faire livrer de toute manière. Là, ça se fait aussi. Donc, c'est pas très compliqué le montage. Ça permet de mettre une alarme dans votre maison, une alarme sonore, si jamais, c'est ça, vous habitez pas loin de la serre, puis qu'il y a moyen de juste mettre un fil entre la serre et votre maison avec une sirène. Donc, ça, on va revenir là-dessus dans pas très longtemps. Maintenant, on va parler de la mise à jour du code de l'automate. Donc, pour commencer, ça va être important de faire cette mise à jour-là parce que les petits bugs qu'il y a eu suite à l'automate, il y avait eu des discussions sur le réseau, ça a été évidemment corrigé. Il y a aussi une question que quand on mettait des pourcentages de paliers égaux, ça faisait un bug. Ça a été corrigé aussi. Comme je parlais tantôt, ça va également ça va activer les moteurs de côté ouvrant seulement un à la fois pour réduire la puissance demandée sur l'alimentation. Et on va vous parler aussi là, de certains concepts de programmation. Donc, je vais donner la parole à Lou pour la suite. OK, donc, c'est ça, comme Yohan dit, je vais juste faire un petit rappel là, des concepts de programmation liés à l'automate, puis c'est quoi les différents paramètres sur lesquels vous pouvez agir pour modifier des trucs. Ça va trop vite, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Bon, dans le fond, c'est ça. Il y a deux aspects essentiels pour programmer l'automate. D'abord, faut que vous connaissiez un peu la température que vous voulez maintenir dans la serre. Et la deuxième partie, c'est comment vous voulez que vos équipements réagissent par rapport à cette température-là. Fait que c'est deux volets un peu différents, puis on va voir les deux, là, comment vous pouvez agir par rapport à ça. Bon, fait que pour ce qui est de programmer la température, généralement, comment ça commence? Vous avez des objectifs de température pour une culture en particulier. Ici, là, par exemple, c'est un exemple de recommandation de température qu'on a, nous, à la ferme, là, avec Climax Conseil. Donc, il nous envoie, OK, pour telle charge en fruits, il faut garder à peu près cette température-là de jour et à peu près cette température-là de nuit pour des journées ensoleillées et des journées nuageuses. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça dans le code. C'est ça. Le programme en tant que tel va être divisé de 2 ou en 3 parties. Donc, vous avez ces 4 périodes-là, en fait, qui vont chacune pouvoir avoir des paramètres de température différents. La première partie, c'est le diff, fait que c'est comme une légère période de transition avant le jour. Le jour, la période de jour, fait que l'essentiel de la journée. L'après-nuit, qui est une période juste avant la nuit, et la nuit, évidemment, pendant toute la partie où le soleil est couché. Donc, le diff et l'après-nuit, par défaut, sont désactivés. Je vais revenir après, mais c'est des périodes qu'on voudrait utiliser pour avoir certains effets physiologiques sur des plantes de tomates, par exemple, mais que dans la grande majorité des cas, on n'a pas besoin de considérer, fait que par défaut, ils sont désactivés. Je vais vous montrer plus tard comment faire pour les activer. Ensuite, c'est ça. Fait que, comme je disais, vous avez plusieurs périodes. Pour chacune de ces périodes-là, vous allez avoir besoin de déterminer le moment où cette période-là commence. La manière dont cette période-là va commencer, dans le fond, l'heure de début de cette période-là peut être juste entrée manuellement. Genre, je veux que le jour commence à partir de 10 heures, ou ça peut également être basé sur l'heure du lever du soleil. Fait que ça pourrait être 2 heures après le lever du soleil, je veux que le contrôleur agisse comme si on était pendant la période de jour. Ensuite, il y a 2 autres paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour chaque période. Il y a la température de chauffage, fait que c'est la température où est-ce que vont se baser les différents équipements de chauffage là, pour savoir à quelle température partir. Puis après ça, la température de refroidissement, c'est la température de référence pour tous les équipements de refroidissement, donc la ventilation, les rouleaux. C'est ça. Puis c'est cette température-là, ces 2 températures-là, dans le fond, qui vont évoluer au courant de la journée. Après ça, une autre composition de la programmation de la température, c'est que vous pouvez avoir 2 presets de température, des paramètres de journée ensoleillée et des paramètres de journée nuageuse, que vous pouvez utiliser un raccourci sur le boîtier de l'interface pour alterner de un à l'autre. Puis ça va vous permettre justement d'éviter d'avoir à reprogrammer la température à tous les jours là, pour s'il y a un changement de météo.
Et enfin, le temps de rampe, ça je vais revenir, c'est une manière d'adoucir la transition d'une période à l'autre. Ouais. Donc, comment ça fonctionne? Pour les coordonnées géographiques, ouais, c'est ça. Donc, quand vous allez avoir votre fichier de code ouvert, là, je vais tout vous montrer justement comment aller récupérer le code et tout ça. Mais quand vous avez votre fichier de code ouvert, vous allez dans l'onglet Paramètres. Et c'est dans ce fichier-là que vous allez pouvoir mettre tous vos paramètres un peu par défaut. Donc, c'est là que vous pouvez rentrer justement, c'est quoi votre time zone? Time zone, c'est l'équivalent du fuseau horaire. Fait que c'est la grande majorité du Québec, à part les maritimes, c'est le fuseau horaire -5. Et votre latitude, longitude. Ça, ces informations-là vont déterminer pour l'endroit où votre ferme se situe, c'est quoi le moment du lever du soleil et le moment du coucher du soleil. Vous pouvez rentrer l'heure, la date là, à votre premier téléchargement du code. Je vais montrer comment modifier ça tantôt. Bon, ensuite, là, vous descendez un petit peu dans cet onglet-là et vous arrivez sur cette série de codes-là ici. Fait que là, encore là, n'hésitez pas à m'arrêter. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais vraiment, cette page-là dans le code, c'est vraiment la manière la plus rapide de modifier l'ensemble des paramètres sans devoir rentrer chaque code un après l'autre. C'est ça. Fait que là, vous avez vos recommandations de température. Vous dites, OK, de nuit, je veux garder ça à peu près à 20 degrés et de jour, je veux garder ça à 24 degrés. Donc, pendant la période de jour, d'habitude, on se fie, la température qu'on vise à atteindre est généralement limitée par les équipements de refroidissement. Fait que comme il y a du soleil, on ventile. Donc, la température qu'on va utiliser là, comme référence, ça va être la température de refroidissement. C'est pour ça que le 24 ici, qui est la température que je vise à atteindre, je vais la mettre dans ma température de refroidissement. Puis pareil, dans le fond, pour mes journées nuageuses, je vise à 16 degrés, fait que je les mets ici là, pour mes températures nuageuses. Ensuite, pour ce qui est des températures de nuit, là, à l'inverse, généralement, il va faire plus froid en dehors de la serre qu'à l'intérieur. Donc, le facteur actif, si on veut, pendant la nuit, ça risque de plus être le chauffage. Donc, c'est pour ça que là, comme je veux avoir 20 degrés de nuit, de manière assez stable, je vais mettre ma température de réchauffement à 20 et je vais mettre un petit décalage, pour pas que la fournaise parte puis fasse ouvrir tout de suite les roll-ups. Fait que j'ai mis un décalage de 2 degrés. Ça pourrait être plus ou moins là, selon le contexte. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions sur l'ajustement de la température? Ça ne semble pas. Alors, c'est ça. Puis comme je disais, le diff et l'après-nuit, vous n'avez pas besoin de vous en soucier en commençant. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez activer par la suite. Là. Donc, un coup qu'on a mis ces paramètres-là de température, bon, comme je disais, sunrise, c'est la manière dont l'heure de début est définie. Fait que sunrise, ça veut dire que c'est lié à l'heure du lever du soleil. L'heure ensuite, ça va être combien d'heures après ou avant. Fait que là, comme je suis à 2 heures après le lever du soleil, on va mettre un 2 ici. Fait que 2 heures après le lever du soleil, ça va être la période de jour qui va commencer. Du côté de la température de nuit, on est à SS pour sunset. Ça veut dire que ça va être basé sur la température basé sur le coucher du soleil, plus ou moins 0 heure. Fait que exactement à l'heure du coucher du soleil. On aurait pu écrire aussi clock à la place de sunrise, sunset, et après ça, entrer l'heure manuellement qu'on voulait avoir. Fait que si, mettons, température de jour, vous voulez qu'elle commence à 10 heures, vous écrivez clock ici, après ça, 10, 0, puis ça va comme l'updater à 10 heures. Bon, ensuite, ce que je disais par rapport au temps de rampe, c'est simplement une variable qui va vous permettre de créer des transitions plus smooth. Si vous avez juste des robots activés, c'est pas vraiment tant important de le faire parce que de toute manière, c'est pas une méthode de modification du climat qui est très active ou très agressive. Par contre, moi vraiment que vous automatisez des fournaises, ça peut valoir la peine. Parce que dans le scénario auparavant, si par exemple on a une transition où est-ce qu'on passe nuit au jour, comme vous voyez ici, là, ça c'est la zone cible. Fait que c'est la zone qu'on vise entre 20 et 22 degrés. Si on passe subitement de 20 à 22 degrés, il y a comme un point de clash entre les deux dans le fond. Fait que je reviens avant, là. Vous voyez ici, là, au moment où on fait la transition entre le jour et la nuit, tout d'un coup, ma température cible se retrouve 2 degrés plus haut, puis là, on arrive dans notre température de chauffage. Fait que subitement, vous venez de créer une demande sur la fournaise pour chauffer à fond.
et remonter la température de presque 3 degrés. Fait que, si vous voulez éviter cette espèce de choc, ce stress-là en début de journée, ben, vous pouvez mettre un ramping qui va adoucir votre courbe de température, dans le fond. Faire en sorte que la température va monter. Là, il va partir un petit peu, il va chauffer une petite shot, il va redescendre, il va rechauffer un petit peu, il va redescendre, ainsi de suite, au fur et à mesure que le temps passe. Fait que ça, qu'est-ce qu'il veut dire, ce 15-là, c'est qu'il augmente plus ou moins de 1 demi-degré à chaque 15 minutes. Je m'excuse, c'est vraiment intuitif, mais ça s'est donné que je l'ai programmé comme ça, puis éventuellement, ça va être plus clair sur l'interface, mais vous pouvez vous dire que c'est ça. 15, un ramping de 15, ça correspond à plus ou moins 2 degrés par heure. Si vous mettez 30, ben, ça va être plus ou moins 1 degré par heure, et ainsi de suite. Ensuite, ce que je disais par rapport au diff puis par rapport à l'après-nuit, le genre de choses que vous pourriez faire en utilisant ces périodes-là, c'est des petits effets un petit peu particuliers là, en début puis en fin de journée. Si on prend l'exemple du diff, je pourrais vous dire, bon, à partir du lever du soleil, fait que sunrise 0, à partir du moment du lever du soleil, je vais monter un petit peu ma consigne de chauffage, ce qui fait que mon écart entre mon chauffage et mon refroidissement va être beaucoup plus rapproché. Donc, je vais pouvoir partir ma fournaise. Puis là, dès que je vais avoir monté d'1 degré, ma ventilation va partir, va faire rentrer de l'air de dehors. Puis comme l'air extérieur est généralement plus sec parce qu'il est plus froid, ben, je vais comme amener de l'air extérieur, puis ça va faire ventiler l'affaire d'une certaine manière. Fait que c'est une manière de déshumidifier un petit peu en début de journée, là. Sinon, ce qu'on pourrait faire avec l'après-nuit, ben ça, c'est une technique qui est utilisée pour forcer un petit peu le calibre des fruits. C'est une technique où est-ce qu'on va faire comme une chute de température quand même drastique. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que 1 heure avant le coucher du soleil, donc sunset -1, ben, j'ai mis un ramping de 1, puis j'ai baissé la consigne de température à entre 16 et 18 degrés. Fait que subitement, la température chute. Ce que ça fait, c'est que les plants de tomates, dans le fond, les éléments les plus denses des plantes de tomates, ce sont les fruits. Fait que c'est les fruits qui vont comme absorber tous les acides qui sont relâchés dans le plant en fin de journée. Et ça va créer un effet là, plus génératif, puis ça va comme augmenter légèrement le calibre des fruits. Bon, c'est une technique à pas utiliser à toutes les sauces, mais dans certains contextes, ça vaut la peine de l'utiliser. Et après ça, ben, vous voyez, j'ai mis un ramping de 60 minutes, donc à peu près à toutes les 2 heures, il va augmenter d'1 degré, fait que ça va faire une courbe super graduelle pour remonter dans le courant de la nuit. C'est bon pour ça, toujours pas de questions. On ne dirait pas, on continue. Donc, c'est ça. Si vous voulez actionner le diff ou l'après-nuit, comment ça fonctionne, c'est que dans la feuille paramètres, encore une fois dans le code, vous avez ces 2 lignes-là ici. Enable diff, enable pre-night. Donc, pour actionner un ou l'autre, vous devez enlever les marqueurs de commentaires qui sont situés avant ces lignes-là. Vous voyez les 2 petites barres obliques ici. Si on les enlève, ça veut dire que la période du diff va être active. Puis là, après ça, ben, vous pouvez retélécharger le code à nouveau. Ça, je vais y revenir tantôt. Ensuite, bon, c'est ça, pour changer entre les paramètres de soleil et de nuage, vous utilisez le bouton C, qui est comme le bouton caler une action, et appuyez sur le bouton 1 ensuite. On va montrer là, sur l'interface à quoi ça ressemble, mais en gros, bouton C, bouton 1, puis après ça, vous sélectionnez oui ou non pour sélectionner, dire si vous êtes une journée nuageuse ou pas. Ça vous évite, dans le fond, de devoir tout reprogrammer vos températures de jour et de nuit selon l'état de la luminosité. Ensuite, c'est ça. Pour ce qui est de programmer chaque équipement, il y a comme plusieurs considérations qui rentrent en jeu. D'abord, c'est quoi les équipements que vous avez, là. Puis, on va tous les voir comme un après l'autre, dans le fond, sur comment vous pouvez jouer dans le code pour avoir un impact là-dessus. Donc, première affaire qui est importante de savoir, ça, c'est généralement quelque chose qu'on programme pour le set installé. Vous installez vos roll-ups, votre automate, puis là, vous pouvez calculer, OK, pendant combien de temps mes roll-ups ils montent jusqu'en haut ou ils descendent jusqu'en bas. Évidemment, il ne faut pas juste se fier sur l'automate, il faut se fier sur les limit switch, les petites roulettes qu'il y a sur les moteurs pour bloquer le moteur à le moteur à telle hauteur, puis bloquer en montant. Ça, c'est vraiment important. Mais quand vous avez bloqué ça comme ça, vous pouvez savoir, OK, ça prend combien de secondes de monter complètement, combien de secondes pour descendre. Ça, c'est une information utile.
Là, je dis ça de même, la batterie est faible sur le téléphone, ça pourrait que ça lâche d'une minute à l'autre. Là, ensuite, c'est ça. Les autres éléments à tenir en compte, bon, c'est dans quel ordre on veut que les équipements s'activent. Principalement pour les équipements de refroidissement, est-ce qu'on veut que la ventilation parte en premier? J'ai mis une couple d'exemples de considération là, ici. Moi, je veux que la ventilation parte en haut, est-ce que ça fait un impact moins drastique. Puis après ça, des petites ouvertures des roll-ups. Oh, on m'entend plus. Il n'y a plus de batterie. Mais ça, c'est long en plus, à un moment donné, un téléphone. Ouais, c'est clair. Ah, les joies des plateformes en ligne. Bon, ok, on est de retour. Là, j'entends tout le monde. J'imagine que les gens m'entendent. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui. Okay. Allô, est-ce que ma voix est double? Oui. What the fuck? Est-ce que ma voix est double encore? Non. OK. Magnifique. Là, est-ce que ma voix est double? Non. OK, on continue. Donc, c'est ça. Autre considération là, à inclure là-dedans, est-ce qu'on veut qu'un roll-up ouvre avant l'autre? Si jamais il y a comme plus de vent d'un bord, on peut vouloir que le côté non exposé au vent dominant soit toujours un petit peu plus ouvert que l'autre. Des choses comme ça. Donc, comment ça se traduit dans le code? Déjà, il faut définir au tout début là, le nombre de sorties qu'on utilise. Fait que si on utilise 2 programmes de roll-up, on écrit 2 ici. Stage ici, c'est le nombre de paliers. Fait que si vous voulez programmer 4 incréments d'ouverture du roll-up, c'est ici que ça se décide, vous pouvez choisir entre 1 et 4. Ensuite, pour ce qui est de la ventilation, ben, si vous avez des équipements de ventilation, vous les mettez ici, vous pouvez en mettre 1 ou 2. Et si vous avez des éléments de chauffage, vous pouvez en mettre aussi 1 ou 2. Donc, c'est important que vous pouvez juste avoir soit une fan, une fournaise, ou 2 fournaises, ou 2 fans. Vous ne pouvez pas avoir 2 fans et 2 fournaises, parce que le setup physique ne le permet pas. Ensuite, là, ça, je vais passer vraiment vite là-dessus, parce que c'est quand même des cas particuliers, mais si vous avez 2 fournaises ou 2 fans, il faut modifier la section en dessous, en fait. Là. Ça, ici, ça correspond aux sorties du contrôleur. Fait que vous voulez assigner des sorties à vos différents équipements. Fait que c'est comme ça qu'on le modifie, en fait. Mais ça, par défaut, si vous n'avez pas plus qu'une fan ou une fournaise, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut, puis vous n'aurez pas de problème. Ensuite, donc, comment ça se modifie dans le code? Il y a 2 choses sur lesquelles on peut modifier. Donc, déjà, comme je disais, le temps de rotation des roll-up, le temps en montant, le temps en descendant. Un autre paramètre, c'est le temps de pause entre chaque ouverture. Fait qu'il va ouvrir d'un certain pourcentage, il va prendre une pause de 30 secondes dans ce cas-là, puis après ça, il va continuer à ouvrir. L'autre paramètre, c'est l'hystérésis. Je ne passerai pas beaucoup. L'hystérésis, en fait, c'est juste comme en tout cas, je vais y revenir tantôt, l'hystérésis. Pour ce qui est l'autre élément vraiment important, c'est le modificateur. Fait que le modificateur, c'est une donnée en température qui s'ajoute à votre température de refroidissement. Fait que tantôt, j'avais une température de refroidissement de 22 la nuit et 24 le jour.
ben, le modificateur va se rajouter à ça. Fait que si vous avez un modificateur de 0 pour la fan va partir là, ici à 22 degrés. Et ensuite à 24, et ensuite à 22. Si vous rajoutez 1 degré, fait que là, vous prenez le premier roll-up, le roll-up 1, le premier stage, le modificateur. Donc, vous mettez 1. Ça veut dire que quand vous allez atteindre la température de refroidissement plus 1 degré, là, il va ouvrir à son premier palier. Puis là, le pourcentage d'ouverture du premier palier, ça correspond au 30% qu'il y a ici. Fait que, dans le fond, chaque stage là, peut avoir son incrément d'ouverture. Ça, la raison essentielle de jouer là-dessus en courant de la saison, c'est si vous voulez qu'il y ait des petites ouvertures en début de saison pour ne pas faire un trop gros intake d'air froid dans la serre. Vous pouvez jouer là-dessus. Puis c'est important aussi de tenir en compte que qu'il faut inclure la jupette là-dedans. Fait que si vous mettez 25, 25, 25, 25, 50, 75, 100, ben votre premier palier va probablement pas exister parce que ouvrir à 25%, il n'aura peut-être même pas dépassé sa jupette. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à tenir en compte. Voilà. Puis après ça, ben, comme je disais, si vous voulez que vos deux roll-ups s'ouvrent avec un léger décalage, vous pouvez jouer sur les modificateurs ici pour faire ce décalage-là. Fait que là, ici, on a les paramètres du premier roll-up. Si on prend les paramètres du deuxième roll-up, ben, au lieu d'avoir 1, j'ai 2, au lieu d'avoir 2, j'ai 3, ainsi de suite. Fait que ça décale de 1 degré. C'est ça. Maintenant, ce que je disais par rapport à l'hystérésis, chaque équipement a un hystérésis. Ça, en fait, c'est pour éviter que les évitements soient tout le temps en train de faire du yo-yo. Si, par exemple, vous disiez juste, OK, à 22 degrés, en haut de 22 degrés, j'ouvre le roll-up, en bas de 22 degrés, je l'arrête, ce qui se passerait, c'est que la température arriverait à 22,1. Là, le roll-up ouvrait, là, il descendrait à 21,9, là, il refermerait. Là, et ainsi de suite, fait qu'il serait tout le temps en train de faire du yo-yo. L'hystérésis, ce qu'il dit, c'est que, on va prendre l'exemple ici, à partir de 24 degrés, il va ouvrir. Là, ça va redescendre tranquillement parce que ça va ventiler. Puis, au lieu de fermer, dès qu'on va redescendre en bas de 24, il va attendre d'être rendu à 23 degrés. Fait que, vous voyez, l'hystérésis du roll-up 1, c'est 1 degré ici. Fait qu'il va toujours avoir cette zone-là où est-ce qu'il ne va rien faire, en fait. Puis ça, c'est l'hystérésis. Puis la même chose pour la ventilation. Vous pouvez mettre ça. C'est ça. Sinon, ben, pour le chauffage, là, c'est le même principe. Il y a un modificateur par rapport à la température de chauffage. Si vous avez juste un équipement de chauffage, ça ne vaut pas la peine de jouer là-dessus parce que ça va juste être plus compliqué que d'autres choses. Si vous aviez 2 fournaises, par exemple, là, vous pourriez décider, OK, je veux ma première fournaise parte à ma température de chauffage, puis que ma deuxième fournaise parte 2 degrés en dessous. Fait que là, vous pourriez utiliser ce paramètre-là. Ensuite, même principe, l'hystérésis, la seule différence, c'est que pour la fournaise, c'est vers le haut. Fait qu'à 22, il part. Puis là, quand la température a remonté jusqu'à 23 degrés, hop, il arrête. C'est ça. Toujours pas de questions pour ça? Veux-tu la poser là-dedans? Pose la question. Mon alimentation. 2 secondes. Je vais aller chercher le power supply de mon ordi. Bon, de retour. Ensuite, une autre fonctionnalité qu'il y a dans le code que vous pouvez activer si vous voulez, c'est une petite fonction, un petit override de déshumidification. Lui, comment il fonctionne, c'est que vous devez lui donner 1 heure de début et 1 heure de fin. Et pendant cette transition-là, entre ces 2 heures-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester bloqué, allumé. T'sais. Fait que là, comment c'est écrit en ce moment? Entre 6h05 et 6h30, la fournaise va rouler non-stop pendant ce temps-là. Même si, peu importe la température, il va le bloquer en fonction. Pour activer ce paramètre-là, donc il est désactivé par défaut, pour l'activer, il faut encore une fois que vous enleviez les barres obliques là, avant les lignes Heater 1 désume ou Fan 1 désume. Il faut que vous enleviez les barres obliques ici. Puis qu'après ça, vous le téléchargez dans le code. C'est ça pour ça. Ensuite, pour actionner la déshumidification, encore là, il va pas, si vous faites juste le modifier dans le code, il ne va pas partir nécessairement. Donc, il faut que vous alliez sur l'interface en appuyant sur le bouton C, le bouton 3. Puis après ça, vous pouvez sélectionner là, si la déshumidification est actionnée ou pas. Voilà, pour ça. Maintenant, pour ce qui est de programmer l'automate via l'interface, on va faire un petit démo live tantôt, là, mais on
on a remis à jour la feuille de paramètres qu'on vous avait donnée au dernier atelier pour que ce soit un petit peu plus clair. En fait, on n'a rien vraiment rajouté, mais on l'a rendu juste un petit peu plus compréhensible, avec des notes aussi à côté de chaque paramètre. Donc, c'est ça. Il y a un lien pour y avoir accès, puis on va vous envoyer ça à la fin. Dans le fond, c'est ça. Pour programmer l'automate via l'interface, ben là, ça va être pas avec le bouton C, c'est avec le bouton B. Donc, on appuie sur le bouton B, et là, avec le trackpad, là, on rentre le code à 4 chiffres qui correspond aux paramètres à modifier, puis avec les flèches, en fait, c'est pas vraiment des flèches, là, mais le dièse et l'étoile, ça vous permet de monter votre valeur de paramètre, et après ça, on appuie sur D, synonyme de d'accord, pour confirmer. Donc, c'est ça. Mais, grosso modo, l'interface, en cours de saison, normalement, ça va se résumer ça devrait se résumer à changer les paramètres de température une fois de temps en temps, selon la charge en fruits, peut-être changer entre les paramètres de soleil-nuage. Mais, en tout cas, à mon avis, c'est plus simple de modifier les paramètres. Quand on veut faire un gros update de paramètres, c'est plus simple de le faire directement dans le code parce que tu as tout sur le même fichier. Puis après ça, bon, c'est ça, pour alterner entre les paramètres soleil-nuage, c'est bouton C. J'ai mis, ouais, c'est ça, bouton C, bouton 1. Puis, entrer le code correspondant à la température de chauffage. Ouais, ça, c'est une erreur, là. En tout cas, pour modifier. Oui, non, c'est ça, exactement. Ouais, excusez, j'avais oublié où est-ce que je voulais en venir, là. Si vous voulez modifier la température via l'interface, il y a un petit trick à savoir, c'est que vous pouvez juste modifier sur l'interface les paramètres de température de la météo que vous avez sélectionné. Fait que si vous êtes en ce moment sur les paramètres soleil, vous pouvez seulement modifier les paramètres soleil. Si vous êtes en mode nuage, vous pouvez seulement modifier les paramètres nuage. Donc, ça, je vais faire un petit démo aussi tantôt. Mais il faut switcher d'un mode à l'autre pour pouvoir modifier la température sur l'interface. Voilà. Donc, là, on va commencer notre petite démo live. Ça, c'était comme un peu la partie théorique qu'on vient de vous montrer. Fait que, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a comme des choses qui sont moins claires ou des choses qu'on pourrait approfondir là, sur certains types de setup où vous n'êtes pas sûr selon la serre que vous avez, comment ça marcherait, des choses comme ça? Incroyable, il ne semble pas y avoir de questions. Donc, ouais, donc on va commencer ça. Le signal va couper quelques secondes, là, le temps qu'on parte la tablette pour filmer. Est-ce que tout le monde voit l'image? Ouais? Mathieu, c'est toi qui viens de redire oui. Est-ce
qu'on voit bien l'image? Oui, OK. Bon, première étape, le renforcement des connexions. Là, ça va être plus évident parce que je vais avoir le téléphone dans l'oreille. OK, ouais. Donc, ça y est, Yohan va être mes mains pour cet exercice. Donc, vous avez ici le petit outil là, dont je vous parlais pour renforcer les connexions. Ça s'appelle le Ferrule Crimper. C'est simplement, c'est ça, il y a comme 4 petites pinces en métal qui viennent écraser là, la crimp qu'on va mettre au bout du câble, comme ça, et va faire vraiment un renforcement mécanique important à ce niveau-là. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous prenez la ferrule, mettons une ferrule blanche, donc il y a différents calibres là, selon le calibre de vos fils. Pour les petites connexions, comme les connexions de sensor, tout ça, on va utiliser les ferrules blanches. Pour les fils un petit peu plus gros, par exemple, ceux qui vont dans un connecteur plus du côté des relais, tout ça, on va utiliser les ferrules grises. Donc, un peu plus gros. Puis, pour certaines connexions, par exemple, sur les bornées de relais, on peut utiliser les ferrules rouges qui sont un petit peu plus grosses, encore une fois. Donc, comment ça va fonctionner? Vous prenez, c'est ça, donc, dans le cas de certains fils, là, par exemple, on va faire un exemple avec le fil de l'interface, ici. Fait que si on l'ouvre à l'intérieur, on voit comment ça a été fait pendant l'atelier. Donc, on voit que, comme ça, excusez-moi, la démo que je fais tantôt, ouais. On voit ici, là, comment on a fait, c'est qu'on a squeezé le fil avec la petite vis, comme ça ici, vient écraser le fil. Puis ça, ben, c'est comme un défaut de fabrication de ces connecteurs-là, mais dans le bas, là, il y a comme une espèce de petit côté un peu tranchant sur le connecteur qui, à force d'écraser, si on écrase trop, ça vient couper le fil, puis c'est là qu'il se met à lâcher. Particulièrement quand le petit cap, là, comme ça, est embarqué par-dessus. Ça fait de la pression sur ces fils, puis à force de jouer dessus, là, ça les fait lâcher. Donc, comment on va faire pour corriger la situation? Je vous préviens, c'est pas mal têteux. Mais on commence par prendre 4 ferrules blanches. Fait que, ça, dans le fond, c'est celle qu'on va installer là, sur l'extrémité des fils. Donc, là, la première étape, là, on va comme couper une partie de la gaine de plastique. Fait que ça, c'est la première étape têteuse. On coupe à peu près à la moitié la gaine de plastique. Ça, c'est pas pour couper, ouais. C'est ça. Fait que là, la raison de ça, c'est que sinon, ça dépasse un peu, puis ça tient pas bien. Fait que là, vous faites ça avec les 4. Ensuite, on sort un des fils du connecteur. Moi, je vais un par un, là, comme ça évite de se tromper dans les codes à numéro. Fait que, on a vu, c'est un fil. OK, ensuite, on le dégaine à peu près, je dirais 5 mm. Il est un petit peu dégainé, là, mais c'est bon quand même de le dégainer là, comme ça. Puis là, après ça, on embarque la ferrule par-dessus, celle découpée. Là. Et finalement, on prend l'outil et on va le crimper à 2 places. On va le crimper sur le métal une fois, puis après ça, sur la gaine en plastique là, qui recouvre le gainage du fil. Et voilà, vous avez une connexion super fiable qui a beaucoup de moins de risques là, de briser par traction ou quoi que ce soit. Donc là, deuxième petite étape têteuse, vous prenez vos pinces encore coupantes et vous allez raccourcir le bout en métal. Par défaut, elles sont comme un petit peu trop longues, fait que ça risque de faire des shorts là, quand ça va être jump pack ensemble. Fait qu'on le coupe à peu près de moitié. Et maintenant, on peut la remettre à sa place originale. Okay.
Donc, encore là, c'est vraiment important de vérifier que l'extrémité du fil ne va pas toucher à un autre connecteur ou ne serait pas à risque de le faire s'il se déplaçait un petit peu. Là. Mais normalement, c'est ça. Si vous l'avez raccourci au moins de moitié, la partie en plastique va accoter directement sur le connecteur, puis il devrait y avoir rien qui dépasse là, de l'autre côté. Fait que maintenant que c'est fait, on le fait pour toutes les autres. Puis après ça, on referme le connecteur. Là, puis voilà, vous avez maintenant une connexion mécaniquement fiable. Donc, on va changer le point de vue un petit peu. Alors, faire un petit survol là, des points névralgiques à ce niveau-là, à l'intérieur du boîtier. Donc, vraiment, là, les plus importants, les fils que ça vaut vraiment la peine le plus là, de le faire, c'est ces petits fils-là ici. Encore là, c'est vraiment du petit calibre, ça brise assez facilement. Ça prenait vraiment pas grand-chose de forcer trop sur les petits connecteurs à vis pour que le fil lâche. Donc, tous ceux-là, moi, je vous conseille vraiment fortement de les renforcer. Puis, tant qu'il y a joué dans le fil, là, ben, pourquoi pas faire vraiment une bonne job là, sur l'ensemble des connecteurs. Puis, mettre ça comme vraiment en shape. Comme ça, vous n'aurez pas à vous soucier de l'enjeu des connexions là, quand vous allez brancher, quand vous allez tout brancher ensemble. Fait que celles-là ici, on pourrait les crimper aussi. Celles-là, on pourrait les crimper. À l'intérieur là, des boîtiers ici, sur les petits connecteurs comme ça. Fait que tous les petits fils de calibre 22 comme ça, c'est vraiment important de les crimper. Ensuite, c'est un petit peu moins critique, mais je vous dis, si vous êtes tant qu'à être dedans, je vous recommande quand même de le faire. Ces petits fils blancs ici, là, fait avec les crims grises, vous allez être capable là, de les embarquer par-dessus, puis ça va, comme encore une fois, vraiment renforcer la connexion mécanique. Malheureusement, les crims plus grosses, les crims grises sont vraiment limites, mais c'est ça, c'est les plus grosses, dans le fond, qui peuvent se brancher directement dans ces connecteurs bleus-là. Fait que les crimps rouges, par exemple, ne rentreront pas. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vérifiez peut-être, tant qu'à y être, les crimps de ce côté-là, donc qui tiennent sur les switches. Vous pouvez tirer sur le câble, vous assurer que la connexion est vraiment bien faite. Vous pouvez regarder à l'intérieur ici, là, on peut voir si la cosse de métal a comme embarqué sur le gainage du fil. Fait que c'est comme des petits éléments comme ça qu'on peut valider pour s'assurer que les connexions ici sont bien faites. Ici aussi, par exemple, on pourrait mettre des petites ferrules là, pour renforcer la connexion, s'assurer que ça ne bouge pas de là. Ensuite, juste un petit recap là, de ce qu'on disait par rapport aux chutes de tension. Là. Il y a l'endroit dans le circuit où est-ce qu'il faut mettre la pince crocodile, c'est de chaque côté de cette résistance-là ici. Fait qu'on le connecte là et là. Puis, c'est ça, évidemment, quand vous êtes en train de gosser dans le filage, tout ça, vous pouvez l'enlever, ça vous donne une protection supplémentaire si jamais il arrive de quoi, mais quand vous êtes sûr que tout fonctionne comme vous voulez, vous mettez la pince crocodile ici, puis ça va continuer de marcher, puis ça va juste vous éviter un problème qui pourrait arriver là, avec les power supply qu'on a. Un autre petit commentaire là-dessus, tu sais, ce que je vous disais pour brancher la ventilation extérieure, là, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Ici, ce qu'on a fait sur le premier connecteur-là, on a branché un fil blanc comme ça ici, qui se connecte sur le 24 volts. Fait que le 24 volts qui part du bornier blanc ici, ça va dans le premier relais, dans le deuxième relais que j'ai enlevé ici, il y a un trou, ça là, puis ici, puis finalement, le 24 volts se rend sur la pin 1 ici là, du connecteur. Ensuite, ça ici, normalement, c'était branché sur le relais qu'il y avait ici. Maintenant, on l'a débranché, puis on l'a connecté directement sur le connecteur. Si on regarde de l'autre côté. Et ici, j'ai mis un connecteur là, comme ça, qui va se rendre dans ma boîte électrique. Ici. C'est dans cette boîte électrique-là que j'ai mis mon Solid State Relay pour un système de ventilation. Donc,
voyez comment c'est fait, là? C'est vraiment pas différent de brancher une switch de maison, là. Ça y ressemble à bien des égards. Vous voyez, il y a votre fil blanc ici qui est m'arrêté de chaque côté. Puis c'est vraiment le fil noir, le fil vivant qu'on va sectionner en deux. Je vais essayer de ne pas pogner de choc pendant que je vous explique ça. C'est le fil noir ici là, qu'on va sectionner avec le Solid State Relay. Ici, le fil blanc, le fil noir, c'est mon signal 24 volts qui part du contrôleur jusque dans la boîte électrique, jusqu'au Solid State Relay. Fait que, vous voyez maintenant, si je l'allume, il y a la petite lumière ici là, qui part. Fait que ça veut dire que le courant passe dans la boîte électrique. Donc, ensuite, si on revient du côté de l'interface, vous voyez ici, là, Johan vient de le redémarrer. Ce qu'il va faire en premier lieu, là, quand on redémarre le contrôleur, la première chose qu'il va faire, absolument, c'est fermer les roll-ups. Ça, c'est si jamais, parce que dans le fond, au début, il n'y a aucune idée où est-ce qu'il est situé le moteur. Donc, il va fermer complètement, il va atteindre la limite switch du moteur. Puis, à partir de là, ben, il va pouvoir monter, descendre. Fait que, première chose qu'il fait, comme on voit en ce moment, il est en train de baisser. Là, si on fait le survol de l'interface, qu'est-ce qu'on voit? Dans le coin ici, c'est la température actuelle. À côté, c'est entre 20 et 22. Ça, c'est mon set de température. Dans le fond, c'est ma température cible. Fait que ma température de chauffage est à 20 degrés. Ma température de refroidissement est à 22. Fait que là, vous voyez, comme je suis à 20 degrés, comme température de chauffage, puis qu'en ce moment, il fait 17 degrés dans la serre, ben, on a la fournaise qui est allumée. Ensuite, ça dit si j'ai sélectionné une journée ensoleillée ou nuageuse. L'heure, bon, la période de la journée qui correspond à l'heure que j'ai mis. Puis après ça, tu vas avoir l'état des deux roll-ups ici et l'état des autres sorties que j'ai décidé de brancher, par exemple, de la ventilation, du chauffage. Donc, les petites manipulations dont je vous parlais tantôt, si on veut changer entre soleil et nuage, on appuie sur le bouton C, sur le bouton 1, puis là, il va demander, OK, est-ce que c'est une journée nuageuse finalement? Fait que là, on sélectionne oui avec ces deux flèches-là, donc on monte, on descend, en tout cas, ainsi de suite. On sélectionne, et là, vous voyez, il vient de changer mes paramètres de température. Donc, entre 16 et 18 degrés. Si on vient, vous voyez ici, 16-18 degrés, ça a changé. Ensuite, une autre manipulation qu'on peut faire, bon, je parlais des humidifications tantôt, on a mis sur le bouton C, sur le bouton 3, puis là, il va me permettre d'actionner la déshumidification ou de la désactiver. Ensuite, là, quand on parlait... 2 secondes, là. Quand on parlait ici de grille de paramètres, ben ça, c'est la nouvelle version là, de la feuille de paramètres que Johan a fait. Fait que, en tout cas, vous verrez, là, il y a comme des notes qui ont été rajoutées. Celle qui risque de revenir le plus souvent en courant de saison, ça va être les paramètres de température. Fait que ceux qu'on va modifier le plus souvent, par exemple, dans un contexte où j'aurais pas de prénuit, pas de diff, donc la température de chauffage et la température de refroidissement. Donc, comment qu'on procède? On appuie sur le bouton « Programmer », fait que c'est le bouton B. Là, mon code pour ma température de chauffage, c'est 4203. Donc, ma température de chauffage pour les journées nuageuses. Admettons, je veux monter ça à 17 degrés. 17 degrés. Vous voyez, ma température de jour vient de passer de 17 à 18. Donc, c'est très bien. Ensuite, si on veut monter ma température de refroidissement, c'est 4204 de jour, encore une fois. On va la monter de 1 degré aussi. Vous voyez, je suis rendu entre 17 et 19, avec un ramping de 0. Ensuite, si on veut modifier les paramètres de nuit, 7402, oups, pas fait le bon. Dans tous les cas, si vous faites le mauvais code ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours peser soit là-dessus, soit sur le A, soit sur le B. Ça va comme remettre à 0 ce que vous avez mis. Fait que là, on augmente la température de nuit également et on augmente la température de refroidissement pour la nuit de 1 degré. Vous voyez, c'est comme ça, dans le fond, qu'on augmente nos températures cibles. Là, vous remarquez, ici, il est écrit Cloud. J'ai seulement modifié mes températures pour les journées nuageuses. Si je veux modifier mes températures pour la journée ensoleillée, ce qui est fort probable, il faut d'abord que j'aille sélectionner, en appuyant sur le C, sur le 1, le fait qu'on est une journée ensoleillée. Fait que là, on est une journée ensoleillée, vous voyez, les paramètres de température ne sont pas les mêmes.
Donc, pour modifier ça, même principe. 4, 203. Comme ça, on augmente le degré 23 à 24, et ainsi de suite. Excusez les chiens. Bon, fait que ça vous donne une idée, dans le fond, là, c'est comme, ça c'est une petite twist là, pour passer de un à l'autre, c'est comme ça qu'on procède. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, ça, on voulait vous montrer un petit peu, là, je vais laisser Yohan nous présenter ça. À quoi ça ressemble, en gros, là, un setup d'alarme que vous voulez installer sur votre contrôleur. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment pas si compliqué que ça. On va juste mettre ça. Excusez le mal de cœur. Ouais, ça devrait être pas pire, je pense. Ah, juste une seconde. OK. Donc, dans le fond, ce que vous avez, c'est que l'idée, c'est que l'alarme parte si jamais il y a une mauvaise, si la température est trop basse, trop élevée, ou s'il y a une panne de courant. C'est pas mal ça que l'alarme est capable de faire. Le contrôleur, il y a une sortie qui permet de faire activer cette alarme-là. Ça se trouve être... Dernier, je vais déplacer la caméra. Donc, c'est la sortie qui est ici. Et cette sortie-là, elle a juste deux pins. Puis, en fait, la switch qui est ici, ça permet de l'activer ou de la désactiver. Donc, normalement, elle va être à on, mais vous n'allez pas l'entendre parce que dans le fond, il faut effectivement que les paramètres soient en dehors de la température souhaitée. Mais quand que l'alarme va se mettre à sonner, là, vous allez pouvoir l'arrêter ici à partir du contrôleur. Puis si je vous conseille fortement de mettre une switch aussi si vous avez une sirène qui va être dans la maison. Ça va être quand même plus agréable si vous êtes capable d'arrêter instantanément. Le montage, en quoi que ça consiste? Vous avez une batterie qui va activer ici, là, je l'ai comme tapé, la sirène parce que c'est un peu trop fort. Mais la sirène est activée sur le 12 volts avec la batterie. La batterie, en tant que telle, il y a un chargeur qui... c'est un tout petit chargeur là, qui est tout le temps branché. C'est juste pour s'assurer que la batterie ne va pas se décharger. Donc, ça va... on va toujours avoir une batterie pleine jusqu'à un moment donné où que là, il y a une panne de courant. L'alarme va pouvoir sonner sans problème. Ici, on a installé un fusible. Dans le fond, comment il faut voir ça, c'est que là, le fusible, la chose que ça fait, c'est vraiment, il faut qu'il soit branché directement après la batterie pour empêcher que s'il y a un court-circuit, que la batterie prenne tout c'est ça. Ça va partir à l'ordre. C'est ça. Mais c'est ça. Si jamais il y avait un court-circuit, il faut qu'il y ait un fusible qui peut brûler pour éviter que la batterie elle explose ou quelque chose comme ça qui arrive. Donc ça, c'est vraiment important. Puis, sinon, vous allez comme installer, brancher Lou, il y avait un petit fil là, qui était là. Mais dans le fond, là, c'est ça, il faut juste couper quelque part le fil pour venir le brancher sur le contrôleur. Donc, c'est ça, ça pourrait être coupé soit sur le positif ou le négatif, ça ne fait pas de différence. Puis c'est juste deux pins qui rentrent dans le contrôleur, fait que c'est comme une entrée puis une sortie.
Puis, par défaut, ça va être ouvert, cette sortie-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est comme un interrupteur qui fait que le courant ne peut pas passer. Et le contrôleur est fait d'une manière que si il n'y a plus d'électricité, ça va se fermer automatiquement. Donc, si jamais il y a une panne d'électricité, ça va démarrer automatiquement dans le fond, c'est ça, l'alarme. Et en plus, ben, c'est ça, ça va démarrer l'alarme si jamais c'est à l'intérieur de la température qu'on veut. Donc, ici, on peut voir sur le montage, là, j'ai une petite longueur de fil. Ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est comme je disais tantôt, un interrupteur au bout qui permettrait de... J'en ai un ici. Dans le fond, c'est vraiment juste un petit interrupteur. Là. Encore là, toutes ces pièces-là, j'ai indiqué c'est quoi les numéros, puis le lien pour aller les chercher directement chez Addison. Fait que ça pourrait venir couper un des fils de l'alarme. Donc, c'est pas mal ça. Vous pouvez avoir aussi une deuxième alarme en parallèle pour en avoir une dans la maison, une dans la serre. Est-ce que quelqu'un aurait des questions par rapport à ça? Ça a l'air que c'est correct. Maintenant, juste un instant. Je pense que... OK. On va passer au code. Comment faire la mise à jour. Donc, Lou va reconnecter la présentation sur mon ordinateur plutôt que sur la caméra. Ça ne sera pas très long. OK. On est revenu en mode partage d'écran, donc je vais pouvoir vous montrer là, toutes les étapes une après l'autre pour aller chercher la nouvelle version du code. Donc, première chose, oui c'est ça, première chose, on va aller chercher le code sur GitHub. Donc, c'est quoi ce GitHub? C'est le site de partage de software qu'on utilise là, pour mettre les updates. Donc, vous voyez le lien en haut ici, là. UHC/contrôleur-KP. Donc, c'est vraiment là qu'on va mettre les mises à jour quand il y en a. Comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. Vous avez un gros bouton ici qui s'appelle Download. On le télécharge comme ça. Et voilà, donc au bout d'un certain temps, il va s'être téléchargé sur votre ordinateur. Vous, parallèlement à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a besoin d'ouvrir le logiciel comme ça ici. Ça, c'est important de l'avoir préalablement téléchargé. Donc, vous voyez ici mon dossier, le dossier qu'il y avait sur GitHub vient de finir de télécharger. Fait que je vais l'ouvrir. Comme ça ici. Donc, voici le fichier que je suis allé chercher sur Internet. Wow! Donc, première chose à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, il y a certains drivers que vous avez besoin d'installer pour Mac et pour Windows. En Linux, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez dans le dossier que vous venez de télécharger, dans Drivers, vous allez avoir un driver Windows, un driver Mac selon le cas. Fait que vous cliquez dessus et vous suivez les informations là, sur comment le télécharger. Donc, un coup que c'est fait, vous ouvrez votre logiciel de programmation. Ça, c'est avec ça que vous allez ouvrir le code. Donc, chose à vérifier, dans Outils, c'est important de sélectionner le bon type de carte Arduino. Fait que, première chose à faire, dans le type de carte, on va sélectionner un Arduino Mega. Ça, c'est le type de processeur qu'on utilise. Ensuite, deuxième étape, on va brancher l'ordi au contrôleur.
Et normalement, il devrait le reconnaître. Fait que, donc, en tout cas, on va lui donner un petit peu de temps. Fait que là, un coup que c'est fait, vous allez copier les fichiers de code. Fait que sont où? C'est dans quel endroit que vous deviez copier ça? Vous allez dans Préférences. Puis là, ça va vous dire, OK, sont où? C'est où que je dois mettre mon code? Fait que dans Document, le dossier Arduino, ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, je vais dans Document, Arduino. Je l'ouvre ici. Là, vous voyez, j'ai le fichier de code que j'avais déjà, plus un dossier librairie. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dossier librairie et supprimer le dossier de code. Ou vous pouvez faire un backup, par exemple, on pourrait le renommer là, pour juste si vous avez déjà modifié des paramètres et que vous les gardez en banque, là, vous pouvez le renommer celui-là backup. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans le fichier que vous avez téléchargé, vous recopiez le dossier librairie et vous allez copier la nouvelle version du code. Donc, un coup c'est fait, vous ouvriez le fichier de code, vous ouvriez le fichier de code en tant que tel avec le petit logo Arduino. Hop, et voilà. Fait que là, ici, c'est le code source du contrôleur. Fait que les paramètres que vous allez modifier, ça va être dans l'onglet Paramètres, comme je disais. Fait que si on les descend un après l'autre, il y a l'heure. Bon, là, ça, c'est comme la première fois que vous le téléchargez, vous pouvez modifier l'heure du contrôleur. Les coordonnées, le nombre de devices, les sorties du contrôleur qu'on utilise, les paramètres de température, ainsi de suite, jusqu'en bas complètement, où est-ce que vous avez la fournaise, le chauffage. Là, on parlait tantôt d'alarme. C'est ici que si vous voulez actionner des alarmes, une alarme, quand la température descend en bas d'un certain stade, vous pouvez enlever les marqueurs de commentaires comme ça là, pour actionner cette fonction-là. Donc, ensuite, la procédure pour télécharger. Fait que, je récapitule, on sélectionne la bonne carte, fait qu'un Arduino Mega. Ensuite, vous devez sélectionner, voilà, vous voyez, il vient d'apparaître, donc vous sélectionnez le port qui correspond au contrôleur, fait que le COM5 dans ce cas-là. Vous modifiez vos trucs, etc., dans les paramètres. Là, après ça, vous pouvez cliquer sur Vérifier, puis lui, il va juste s'assurer que vous n'avez pas fait d'erreur nulle part. Fait que là, il check tout l'ensemble du code, puis il vérifie si tout est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, comment on fait? Pour changer les paramètres, là, il y a une petite procédure à suivre ici, les étapes sont là. C'est vraiment important de la respecter pour modifier les paramètres à partir du code. Fait qu'on commence par enlever les commentaires sur la ligne Define Computer Interface. Là, après ça, on le télécharge en appuyant sur la petite flèche. Ça prend un petit peu de temps, d'habitude une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes. Et voilà, c'est reparti. Fait que là, vous avez peut-être entendu les relais repartir, dans le fond, ce qui recommence à fermer les roll-up parce qu'on y a fait un reset. Là, ça ne s'arrête pas là. On remet les marqueurs de commentaires ici et on réupload. Ça, c'est vraiment important parce que dans le fond, ce que vous avez fait en enlevant ces deux lignes-là et en activant cette ligne de code-là, vous avez dit, OK, au démarrage, va chercher les codes, pas dans les paramètres que tu as gardés en mémoire, mais dans les paramètres qu'il y a dans cette feuille-là ici. Fait que c'est important de recommenter ça parce que sinon, on ne serait pas capable d'updater vos paramètres. Là. Fait que c'est ça. On remet les marqueurs de commentaires et on retélécharge le code. Et voilà, vous venez de télécharger le code à nouveau. Un petit commentaire, si vous voulez changer l'heure de l'horloge, c'est un petit peu la même procédure. Là.
on enlève les commentaires en haut de set time. Vous modifiez l'heure ici. Vous l'uploadez. Après ça, vous remettez les marqueurs de commentaires et vous re-uploadez. Comme ça. Bon, fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de la programmation. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés là, de programmation? Non, bon, ben tant mieux. J'ai une question, moi, Lou. Allô? Oui, vas-y. Oui? Ouais. Ouais. Je sais que pour l'ouverture des roll-up, le mode était de 5 degrés, ça se peut-tu? Pour l'ouverture des roll-up, le mode était à 5 degrés. Tu veux dire dans l'ancienne version Ben, du code? Ben ouais, j'ai manqué le début, là. Je viens juste d'arriver, fait que je sais pas si vous avez changé des trucs, là. OK. Moi, je me demandais si c'était possible de changer ça pour mettre, admettons, l'ouverture sur 10 degrés, là. Attends un peu. Je vais essayer d'aller trouver ça. Là, ce que tu disais, c'est qu'il y avait un modificateur pour le roll-up qui était à 5 degrés, puis toi, tu voulais le mettre à 10 degrés. Pour la température limite, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Genre pour que l'ouverture la plus grande se fasse plus loin qu'à 5 degrés de différence de la base. Là. OK, oui. Ben ça, dans le fond, ce que tu ferais, c'est ici, tu as ton premier modificateur, là. Ça correspond à c'est ça, le décalage avec la température où est-ce qu'il va ouvrir à son premier palier. Fait que si ta température de refroidissement est à 22 degrés, bon, 22 plus 1, il va ouvrir à 23. Là, si tu veux qu'il soit complètement ouvert à comme plus que 5 degrés de différence, ben c'est en jouant sur les autres modificateurs que tu peux faire ça. Fait que, par exemple, ton dernier palier, tu pourrais le mettre à 7, mettons, tu pourrais décider de faire plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Ouais. Quand tu vas être rendu à 29, là, il va ouvrir à 100%. Là, je vois en haut ton température mode, là, t'es moins 5 à 10. Ça, c'est tout nouveau. J'ai l'impression que ça va être à 5, ça, cette année, ton code. Moins 5 à 10. Juste en haut, là. Ton température mode. Ah oui. Le range ici, là. Ouais. Ça, dans le fond, ça te donne juste une idée de c'est quoi les valeurs que tu peux rentrer. Tu sais. Mais c'est pas un maximum, là. Non, c'est ça, c'est pas un paramètre, là. En Okay. fait, c'est vrai que tu serais limité à 10 degrés ici, là. Fait que je pourrais pas mettre 11 degrés pour... ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu aurais besoin de faire, tu penses? Ce serait dans quel contexte, mettons? Ben, c'est supposons un de mes tunnels, là, qui est pas nécessairement chauffé. OK. Je voudrais qu'il commence à ouvrir à partir de 10 degrés, mais pas nécessairement qu'il soit pleinement ouvert à 15 degrés, genre. C'est plus proche de 5. Ouais, je comprends. Dans le fond, ça sera pas à ce niveau-là que tu vas modifier ton paramètre. Dans le fond, ce mode-là, ça correspond pas à la température d'activation, ça correspond genre à un offset ou un décalage par rapport à ta température de refroidissement. Ouais, non, ça je comprends ça, mais si je voudrais que ma première température soit 10 degrés, ça commence à ouvrir. Ouais. Puis que 20 degrés soit l'ouverture maximum. Là, c'est ça que j'ai vu, c'est rendu 10, mais j'avais l'impression que c'était 5 cette année, dans le code de base, là, que le mode était de 5 degrés de plus que la température de base. Là. Je vais aller vérifier ça dans l'interface, puis je vais te dire, peut-être qu'il va être écrit, là. Mais peut-être que je me trompe. Là. Attends, ce sera pas long, je vais vérifier. Ouais, t'as raison. Sur l'interface, il est bloqué à 5. Bon, ben, écoute, c'est un bon commentaire. J'avais jamais vérifié ça. C'est ça. Si tu le mets à 10, par exemple, il va le faire dans le code, mais c'est vrai que sur l'interface, il est bloqué à 5. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que facilement, là, je peux corriger. Fait que, mettons, téléchargez pas la nouvelle version tout de suite, là, attendez 2 heures, puis ça va corriger ce bug-là. Merci beaucoup. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interrogations par rapport à ça? Bon, ben, on dirait pas. Juste un petit commentaire, là, il y a certaines personnes que, en tout cas, particulièrement avec des tunnels froids, en tout cas, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça qu'à partir d'une température fixe, tout commence à ouvrir en même temps.
Fait que, tu sais, moi, je veux qu'à partir de 24, mon roll-up, il ouvre, peu importe s'il est à 25, à 26, à 27, à 28. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est tout mettre les modificateurs à zéro. Fait que dès qu'il va atteindre sa température de refroidissement, il va aller chercher le premier stage, suivi du deuxième, du troisième, du quatrième. Puis c'est quand il va descendre en bas de sa température de refroidissement, là, il va recommencer à baisser. Fait que c'est juste, il y a deux manières là, de le concevoir, là, si on veut. Bon, fait que là, je pense que c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, là, ça ferait pas mal le tour de l'aspect programmation, les paramètres et tout ça. N'hésitez pas encore une fois, là, utiliser la liste de courriels qu'on a est encore fonctionnelle. Fait que si jamais il y a des problèmes de programmation, tout ça, n'hésitez pas à vous en servir. Peut-être un petit mot, dans le fond, sur les développements qu'on prévoit faire, qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là dans cette saison-ci. Il y a Johan puis moi, dans le fond, on a décidé de continuer, c'est ça, on va continuer à travailler là-dessus, à améliorer le code, améliorer le circuit aussi pour éventuellement avoir un circuit plus facile à installer pour d'autres versions. Mais en gros, les gros développements au niveau du code là, qui sont prévus cette année, dans le fond, une nouveauté, c'est que je vais avoir le contrôleur disponible à la ferme où je travaille cet été. Fait que je vais pouvoir tester des choses que je ne pouvais pas vraiment dans l'atelier. Donc, on va faire des expérimentations avec des stations météo, fait qu'avoir des overrides pour forcer la fermeture des roll-ups s'ils vendent trop, des choses comme ça. J'ai déjà un setup, un prototype fonctionnel, mais il me reste juste à l'installer à la ferme, là, puis de tester comment ça va bien. Pareil pour des sondes de pluie là, quand il se met à pleuvoir. Sinon, d'autres choses qu'on va essayer, qu'on va tester cet été, des overrides en fonction de l'humidité, donc utiliser une sonde température-humidité au lieu d'une sonde de température. Ça aussi, là, sur le benchwork, tout fonctionne. Ça va être de voir dans l'environnement réel de la serre comment ça se comporte. Une autre fonctionnalité, ben, je vous en ai donné un petit peu un avant-goût là, avec les overrides de déshumidification. Mais ça va être possible de programmer des overrides de telle heure à telle heure pour l'ensemble des équipements, roll-up, tout ça, puis de les programmer aussi directement via l'interface. Parce que c'est sûr, on est conscient que c'est pas l'idéal, c'est vraiment, c'est pas de tout le temps amener son laptop dans la serre puis faire ça. Fait que ça va être possible de tout modifier ces paramètres-là directement sur l'interface. Ben c'est ça, l'interface en tant que telle, si on pourrait résumer là, ce que je vous ai montré dans la dernière heure, là, comment que ça s'est fait un peu, on a comme mis beaucoup d'énergie sur la structure du code interne dans le fond, pour avoir le maximum de range de possibilités pour le futur. Mais on est arrivé pas longtemps avant l'atelier, puis on a comme fait une interface, je dirais un peu dernière minute, fait que c'est pour ça que l'interface est hyper rudimentaire, genre tu rentres un code, tu modifies un paramètre. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler, puis d'ailleurs, si vous avez, vraiment, n'hésitez pas, là, si vous avez des suggestions, comme vous avez des équipements que vous utilisez, que vous trouvez que l'interface est bien faite pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais c'est sûr que là, dans le prochain gros update, probablement, l'interface va être beaucoup plus user-friendly, puis ça va être un système plus à menu, puis tout ça. Donc, c'est ça. Ça va vraiment être un gros morceau, là. Puis ça va être possible aussi, un des bugs qui est revenu à ça c'est vraiment avec l'ensemble des contrôleurs de serre, là. Quand on se met à utiliser les overrides, les switches sur le boîtier, ça crée un conflit avec les consignes du contrôleur. Fait que c'est le contrôleur dans sa tête, il peut s'imaginer qu'il est à 0%. Mais en fait, comme vous avez utilisé l'override, ben, dans la vraie vie, il est à 100 degrés, il est à 100%. Fait que si vous le remettez en mode manuel, il va perdre la carte, puis il va pas fermer alors qu'il devrait, tout simplement parce qu'il va se dire, parce qu'il n'aura jamais eu l'information que le moteur, il n'était pas à 0%, il était à 100% pour vrai. Fait que la solution qu'on veut amener à ça, dans le fond, c'est que via l'interface, on puisse utiliser un mode manuel pour pouvoir programmer directement sur le boîtier, là, OK, ben, reste ouvert à 100% indéfiniment, ou reste bloqué à 20% indéfiniment. Puis une des possibilités aussi que ça va me permettre, c'est de le bloquer à un certain degré d'ouverture pendant un certain nombre de temps. Fait qu'exemple, un cas qui a été rapporté, tu arrives pour partir à ton point de chute, il y a une tempête qui s'en vient, des vents de malade, tu voudrais fermer les roll-ups, mais en même temps, tu sais que le gros soleil va probablement sortir une heure après, ben tu pourrais, via l'interface, bloquer les roll-ups à 0% ou 10% pendant juste une heure.
Puis après ça, il va repartir automatiquement sur sa run de contrôle là, normale. Puis sinon, ben, c'est ça, une autre amélioration, là, on en a parlé un peu, là, l'idée des breakers électroniques, au lieu de changer des fusibles dans le circuit du contrôleur carrément, on aurait la possibilité, dans le setup actuel, de gérer ça électroniquement. Fait qu'il y a des sondes de courant sur le circuit qui pourraient dire, bon ben, là, je double le courant normal que j'utilise, il doit y avoir un problème, je vais désactiver mon roll-up. Fait que c'est pas mal, je dirais, les gros morceaux là pour cet été. On va vous tenir au courant. Il va probablement y avoir une version bêta qui va sortir d'ici peut-être un mois ou deux. Fait que s'il y en a qui sont willing de l'essayer, tester une nouvelle fonctionnalité, nous dire si ils trouvent des bugs, tout ça. Mais sinon, la version actuelle là, qu'on vous envoie, bon, à part l'histoire qui est bloqué à 5 degrés, le modificateur qui est bloqué à 5 degrés, il a été testé tout l'été chez Yohan. Puis sur un certain nombre de fermes, puis on n'a pas eu de problèmes qui ont été rapportés vraiment. Fait que, puis les problèmes qu'il y avait eu, ben, on les a corrigés dans le code. Fait que c'est pas mal. Je pense que tout le monde est safe là, à utiliser cette version-là dès cette saison-ci. Fait que ben, ça conclurait pas mal pour nous autres. Je sais pas si encore là, s'il y a des dernières questions ou d'autres commentaires, choses comme ça. Bon, en tout cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées, vous avez des problèmes, des choses comme ça. C'est ça. C'est un projet collectif, donc tout le monde y met du sien, puis au final, d'ici un an ou deux, on va tout avoir quelque chose de complètement fou qu'on ne se serait pas imaginé au tout début. Fait que c'est ça. Courage tout le monde! Merci les gars! Merci les gars, bonne fin de journée! Merci.